Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui concerne un rhumatisme métabolique qui est la goutte. Voici sur cette diapositive l'exemple d'un malade qui a consulté pour une arthrite aiguë de la métatarso-phalangienne qui était en rapport avec une goutte, et on verra à travers cette conférence comment faire le diagnostic de cette pathologie et comment traiter ce type de patient. Comment définir la goutte? La goutte est un rhumatisme métabolique microcristallin caractérisé par le dépôt de cristaux d'urate monosodique au niveau articulaire, périarticulaire, osseux ou cutané, favorisé par une hyperuricémie chronique. L'hyperuricémie est définie par l'élévation du taux d'acide urique sanguin à plus de 400 micromoles chez l'homme et plus de 360 micromoles chez la femme. L'hyperuricémie n'est pas la goutte. On estime que 10% seulement des sujets ayant une hyperuricémie développeront une goutte. L'élévation chronique de l'acide urique provoque au niveau articulaire des accès inflammatoires aigus, et l'accumulation tissulaire des dépôts d'urate de sodium est à l'origine d'arthropathie chronique, de tophus et de manifestations rénales. Comme vous le voyez sur cette diapo, Thomas Sydenham a décrit de façon large la goutte, lui-même était atteint d'une goutte et de toutes les complications qui vont avec. La goutte était appelée podagra. La goutte est une affection qui est fréquente, surtout chez l'homme, et sa fréquence augmente avec l'âge. C'est une affection qui est rare avant l'âge de 45 ans, et la fréquence, et plutôt la prédominance masculine, elle a tendance à s'estomper après l'âge de 45 ans. De nombreux facteurs de risque ont été décrits au cours de la goutte. On sait que 90% des gouttes sont de causes dites primitives, mais des facteurs favorisants existent et des facteurs de risque ont été identifiés. Bien sûr, à côté de l'hyperuricémie, il y a d'autres facteurs. L'hyperuricémie, surtout son degré, son importance et sa durée dans le temps. Les autres facteurs sont des facteurs génétiques, des facteurs alimentaires, exemple la consommation d'alcool, de soda sucré, d'autres pathologies également, exemple le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, mais également certains diurétiques. Voici sur cette diapositive illustrée brièvement la physiopathologie et la formation de la physiopathologie de la goutte et la formation de l'acide urique. L'acide urique, produit de dégradation finale des purines, est principalement éliminé par le rein. L'élimination intestinale, elle se fait uniquement dans 30% des cas, dans une proportion de 30%. Et chez le sujet normal, le pouls miscible d'acide urique est environ situé entre 600 à 1000 mg. Et près de 67%, 65% de cet acide urique se renouvelle quotidiennement. Chez le sujet malade, le pouls miscible est augmenté de 2 à 25 fois par rapport au sujet normal. La principale source d'acide urique est la purinosynthèse de nouveau. C'est la synthèse de composés puriniques à partir de molécules non puriniques. Elle s'effectue principalement au niveau de la cellule hépatique et comprend plusieurs étapes. Vous savez que l'acide urique provient non seulement de cette purinosynthèse, mais aussi des purines alimentaires. La synthèse de la phosphoribosyle pyrophosphate s'effectue par fixation d'un groupe pyrophosphate sur le ribose 5-phosphate grâce à une enzyme, la phosphoribosyle pyrophosphate. La formation de phosphoribosylamine à partir du PRPP et de la glutamine est catabolisée par une amidotransférase spécifique, et c'est à partir
de la phosphoribosylamine et après une série de réactions, il y a la formation d'acides inosiniques transformés rapidement en acide adénylique et en acide guanylyque qui rentrent dans la constitution des acides nucléiques. L'acide urique est le produit de dégradation de l'acide inosinique en hypoxanthine et de l'hypoxanthine en acide urique. La réaction, le passage d'hypoxanthine en acide urique est catabolisé par la xanthine oxydase. La réaction inverse, c'est-à-dire la transformation d'hypoxanthine, de xanthine et de guanine en acide guanylyque, en acide xanthylique et successivement en acide inosinique, est catabolisée par l'enzyme hypoxanthine, guanosine, ribosyle, pyrophosphate, en abrégé HGPRT. L'enzyme qui permet la transformation d'hypoxanthine en acide urique, appelée xanthine oxydase, est inhibée par l'action de deux médicaments qui sont l'allopyrinol et le febuxostat. Ce sont les deux principaux médicaments qui inhibent la synthèse de l'acide urique. Comment faire le diagnostic de goutte? Le diagnostic de la goutte est basé, bien sûr, tout d'abord sur les données de l'anamnèse, sur les données cliniques, bien sûr, les signes cliniques, mais aussi sur les examens complémentaires que l'on verra après, bien sûr, et le diagnostic sera retenu après avoir écarté certains diagnostics différentiels que l'on verra ensemble et que nous voyons maintenant comme signes cliniques qui sont les suivants. La crise de goutte aiguë, le diagnostic est fait devant, bien sûr, un certain faisceau d'arguments qui sont tout d'abord certains prodromes annoncent la crise parce que très souvent le malade vient dans le cas de l'urgence, il présente une arthrite aiguë qui siège très souvent dans 90% au niveau de la première métatarso-phalangienne, au niveau du gros orteil. Parfois, ce sont l'atteinte du médiotarse ou plus rarement l'atteinte de la tibiotarsienne. Cette douleur aiguë qui amène le malade à consulter, elle est précédée très souvent par un excès alimentaire ou alcoolique, par une intervention chirurgicale. Ce sont les facteurs déclenchants que l'on retrouve à l'interrogatoire. Parfois, c'est une prise médicamenteuse. Et souvent, cette crise aiguë, cette douleur aiguë, est précédée de certains signes qu'on appelle prodromes, que l'on retrouve à l'interrogatoire. Ça peut être des paresthésies, ça peut être une irritation, ça peut être une sensation d'irritabilité ou au contraire, une sensation plutôt de malaise général. Alors, la douleur qui s'installe, c'est une douleur qui est brutale, elle est intense, elle s'installe en général, elle réveille le malade dans la deuxième partie de la nuit et elle s'accompagne de fièvre et d'un certain degré d'agitation. Cette douleur, elle est intense, elle est pulsative, elle est lancinante et elle est permanente. Elle s'accompagne sur le plan clinique de signes inflammatoires locaux, la peau est rouge, elle est luisante et elle entraîne un handicap fonctionnel. Le malade ne peut même pas bouger le pied puisque tellement la douleur est intense. Il faut savoir que l'évolution de cette crise aiguë, elle se fait en général vers la disparition des signes cliniques au bout de 5 à 10 jours, avec un certain degré de desquamation de la peau. Lorsqu'on examine le malade une semaine après, voire 10 jours, on a une desquamation de la peau qui était luisante, rouge. Elle va laisser un certain degré de desquamation. Et retenez que cette crise aiguë va récidiver. La récidive est fréquente au cours de la goutte. Ça, en ce qui concerne la crise de goutte aiguë. La récidive de cette crise aiguë, la récidive des accès aigus, va entraîner, lorsque le malade n'est pas traité, le passage à la chronicité, c'est-à-dire une goutte chronique qui est caractérisée par 3 éléments. Tout d'abord, les arthropathies uratiques, qui se présentent souvent sous la forme d'une polyarthrite, voire une oligoarthrite asymétrique. Lorsqu'on parle d'oligoarthrite, c'est l'atteinte de moins de 4 articulations. En général, c'est l'atteinte de 3 articulations, voire moins, qui caractérise l'oligoarthrite, donc atteinte des pieds et des genoux, par exemple de 2 genoux et d'un pied, d'une tibiotarsienne. Donc, premier élément, c'est l'atteinte articulaire. Deuxième élément, c'est l'existence de tophus. Qu'est-ce que les tophus? Les tophus sont des concrétions sous-cutanées, blanc jaunâtres, dures, qui sont
indolores qui sont immobiles à la mobilisation et qui sont indolores lorsque vous essayez de presser. Ce sont des nodosités qui sont tout à fait indolores et qui correspondent au dépôt d'urate de sodium au niveau dermo-hypodermique. Il faut savoir que ces tophus peuvent également siéger même au niveau de l'os. Le troisième élément qui caractérise la goutte chronique est représenté par l'atteinte rénale. L'atteinte rénale est caractérisée par deux types d'atteintes, soit la lithiase rénale qui est radiotransparente ou encore la néphropathie goutteuse qui peut entraîner une insuffisance rénale terminale. Mais l'atteinte rénale, il faut savoir qu'elle s'installe après plusieurs années d'évolution. En général, au bout d'une dizaine d'années, après une dizaine d'années d'évolution. On commence tout d'abord par la description des arthropathies uratiques. L'atteinte des articulations, elle est en général l'atteinte polyarticulaire, elle est souvent tardive, elle se caractérise par une infiltration intracartilagineuse et intra-osseuse de ces dépôts uratiques, qu'on appelle tophus, et elle siège, donc ces arthropathies siègent fréquemment au niveau des articulations des membres inférieurs, mais il faut savoir aussi que toutes les articulations peuvent être concernées, y compris les articulations des membres supérieurs, comme on voit ici au niveau d'une articulation d'un doigt, et vous avez une atteinte d'une articulation des mains. Vous voyez ici ces érosions de part et d'autre au niveau du métacarpe et au niveau de l'interphalangienne proximale. Vous avez une atteinte qui est destructrice, une érosion de part et d'autre du métacarpe, mais aussi une érosion avec intégrité, conservation, longtemps conservée, l'interligne articulaire est longtemps conservée, et vous avez de part et d'autre des signes de reconstruction qui sont des ostéophytes, et cela représente justement l'existence d'ostéophytose, nécessite et explique aussi le fait de discuter les lésions arthrosiques, l'arthrose tout simplement, qui représente un diagnostic différentiel de la goutte. En fait, toutes les articulations peuvent être concernées. Parfois, on peut avoir le tableau d'une polyarthrite chronique qui est souvent asymétrique, contrairement à celle de la polyarthrite rhumatoïde qui sont symétriques. L'atteinte articulaire au cours de la goutte est souvent asymétrique. Et puis, sur le plan clinique, la douleur, elle est, lorsqu'on passe à la chronicité, la douleur, elle devient modérée. Et ça n'est pas comme au cours de la crise aiguë, comme au cours de l'accès aigu où la douleur, elle est permanente, elle prédomine la nuit, elle réveille le malade dans la deuxième partie de la nuit. Là, au cours de la goutte chronique, la douleur, elle est modérée, elle est plutôt de type mécanique avec un certain degré de raideur matinale et puis il y a des déformations qui s'installent. Sur le plan radiographique, quels sont les éléments que l'on doit retenir? Ce qu'on peut retrouver, en général, ce sont des lésions qu'on observe fréquemment au cours des arthropathies chroniques. Par contre, au cours de la goutte aiguë, la radiographie est strictement normale. C'est au cours de la goutte chronique qu'on peut observer des lésions destructrices, des érosions, parfois des encoches, même des appositions périostées et des ostéophytes qui doivent nous faire discuter le diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, d'arthrose. Il faut retenir également que l'interligne est longtemps conservée au cours des arthropathies uratiques, contrairement à ce qui se passe au cours des arthrites inflammatoires comme celle de la goutte. Quels sont les apports, ou quel est l'apport de l'échographie au cours de la goutte? L'échographie est un progrès indéniable qui a été observé en rhumatologie. Et au cours de la goutte, on a un aspect qui est très caractéristique, c'est l'image en double contour, qui est un critère, qui est un élément d'orientation qui est très intéressant et qui nous permet de faire le diagnostic précoce, comme vous le voyez ici, voilà une image en double contour. Cela nous permet de faire un diagnostic précoce de goutte, mais on a d'autres images également. C'est un aspect en tempête de neige. Comme on le voit ici, vous avez une image en tempête de neige et vous avez aussi l'image en double contour. En fait, le diagnostic est orienté par l'échographie et par les signes cliniques, mais c'est surtout la mise en évidence des cristaux d'urate de sodium dans le liquide articulaire qui permet de confirmer le diagnostic. Ces cristaux sont reconnus grâce à leur aspect. Ils se présentent sous la forme d'aiguilles à bout pointu, comme on le voit ici en microscopie électronique. Quelles sont les autres données de la biologie? Sur le plan biologique, nous pouvons observer une accélération générale au cours de l'accès aigu. On a une accélération de la vitesse de sédimentation.
traduisant un syndrome inflammatoire, et une hyperleucocytose à la forme numération sanguine. L'analyse du liquide articulaire va nous montrer, au cours de la crise aiguë, un aspect de liquide jaune citrin, filant, c'est ce qui caractérise le liquide inflammatoire, avec une forte cellularité. C'est un liquide qui est amicrobien, donc il est stérile, et il met en évidence, il comporte des cristaux d'urate de sodium, que l'on voit ici, que j'ai déjà décrit. L'uricémie qui est en général augmentée au cours de la goutte, il faut savoir la mettre en évidence parce qu'au moment de la crise, en fait, l'uricémie, elle peut être tout à fait normale. Et il faut savoir mettre en évidence cette hyperuricémie, non seulement non pas au moment de la crise, mais plutôt à distance de la crise. Car très souvent, au moment de la crise, l'uricémie est strictement normale. Donc, il faut la mettre en évidence le 15e jour, voire le 20e jour, après le 20e jour, que s'observe l'hyperuricémie. Parfois, c'est uniquement au bout de 2 semaines, voire plus, voire la 3e semaine, que l'on observe l'hyperuricémie. L'uricémie est normale dans 50% des cas et le meilleur moment pour doser l'uricémie est à distance des crises. Voilà, je l'ai mis tout à fait en bas, 2 semaines, voire 3 semaines après la crise aiguë. Nous avons vu les signes cliniques. Nous avons également détaillé les signes radiologiques de la goutte chronique. Nous avons vu également les données biologiques. Alors, comment faire le diagnostic de goutte? Avant de retenir le diagnostic de goutte aiguë, il est essentiel d'écarter certains diagnostics et certaines pathologies qui peuvent simuler une crise de goutte aiguë. Exemple, une arthrite infectieuse. Mais vous aurez un contexte qui est tout à fait différent, l'existence d'une porte d'entrée, d'un aspect toxique va rectifier le diagnostic et va vous permettre, et l'existence de l'hyperuricémie va permettre de rectifier et de faire poser le diagnostic d'arthrite infectieuse. Les autres diagnostics sont bien sûr, il faut savoir également écarter une arthrite rhumatismale liée à un autre type de rhumatisme. Il faut également écarter un autre type d'arthrite métabolique, exemple la chondrocalcinose, mais vous verrez que le siège des articulations est tout à fait différent. La chondrocalcinose, elle touche avec prédilection le genou, et vous avez vu que la goutte, elle touche avec prédilection la première articulation métatarso-phalangienne. Il faudra également savoir écarter le syndrome douloureux régional complexe type 1, qui est en fait l'algodystrophie, parce que ce syndrome peut se traduire également par une douleur intense au début et l'installation secondaire de signes de troubles trophiques qui peuvent parfois se confondre avec la crise de goutte aiguë. Mais les signes cliniques sont différents, les données radiographiques sont différentes. Au cours de l'algodystrophie que vous allez étudier, vous avez une déminéralisation mouchetée qui est tout à fait totalement absente au cours de la goutte aiguë. Les autres diagnostics à discuter au cours de la goutte chronique, cette fois-ci, sont l'arthrose, les tumeurs cartilagineuses. Il faudra également écarter et savoir distinguer la calcinose sous-cutanée des tophus que l'on voit au cours de la goutte chronique. La calcinose sous-cutanée est tout simplement le dépôt calcique que l'on voit au cours de certaines connectivites, notamment au cours des myopathies inflammatoires. On pourra également discuter au cours de la goutte chronique, il faudra également discuter le diagnostic de chondrocalcinose articulaire, de polyarthrite rhumatoïde, de rhumatisme psoriasique, parce que le rhumatisme psoriasique également touche très souvent le gros orteil. Et vous verrez que les signes cliniques sont tout à fait différents, que le rhumatisme psoriasique généralement s'accompagne d'une éruption cutanée qui est reconnue et donc il sera facilement différencié d'une goutte chronique. Bien sûr, devant une lithiase, devant une insuffisance rénale observée, il faudra savoir également écarter les autres étiologies qui ne seront pas liées à une arthropathie, à une atteinte rénale liée à une goutte chronique. Nous allons maintenant aborder le traitement de la goutte. Vous savez que le traitement de la goutte, il associe différentes mesures qui sont très importantes. Ce sont tout d'abord les règles hygiéno-diététiques. Il faudra également prendre en charge les comorbidités. Si le patient présente une hypertension artérielle, il va falloir s'en occuper. Si le patient présente un diabète également ou une obésité, il faudra les prendre en charge. Il faudra aussi traiter rapidement la crise de goutte aiguë, mais aussi envisager le traitement hypouricémiant. Mais à toutes ces mesures,
s'associe également l'éducation thérapeutique du patient qui est essentielle actuellement et qui consiste à impliquer le malade dans la prise en charge de sa pathologie, car un patient qui connaît les comorbidités, qui connaît les complications de la goutte, il saura bien sûr l'importance du traitement, l'importance de la compliance et l'importance de l'adhérence au traitement. En ce qui concerne les comorbidités, bon, si votre malade est obèse, il va falloir le faire maigrir, bien évidemment. Si le patient aussi, vous retrouvez la notion de consommation d'alcool ou de consommation de soda sucré, il va falloir aussi lui conseiller d'éviter ce type de boisson. Il faudra également conseiller aux malades d'éviter la consommation excessive de viande rouge et bien sûr de poisson et les produits qui sont peu gras, parce que très souvent, les patients, on leur dit que les laitages, généralement la consommation de laitage diminue l'uricémie. Mais c'est surtout la consommation de laitages qui sont maigres. Ce ne sont pas les fromages gras qu'il faut conseiller, mais c'est plutôt les produits qui sont peu gras et notamment conseiller en fait les exercices physiques également de façon régulière. Alors, le traitement de la goutte, il comporte bien sûr deux types de traitement, parce que tout d'abord, il y a le traitement de la crise qui fait appel au traitement antalgique, au traitement anti-inflammatoire. Il y a le traitement qui est dit de fond, qui est le traitement hypouricémiant. Alors, si vous avez un malade qui vient vous consulter, qui présente une goutte aiguë, comme la diapositive que je vous ai montrée au tout début, ce malade qui s'est présenté avec une atteinte, une arthrite aiguë de la métatarso-phalangienne du gros orteil, il s'agissait d'une goutte aiguë, bien ce malade, il va falloir lui conseiller une immobilisation, un glaçage de l'articulation, c'est-à-dire l'application de poches de glace pendant 10 à 15 minutes, 3 fois par jour. Et pour soulager la douleur, généralement, on fait appel à la colchicine. La colchicine est un produit qui est un antimitotique et qui a un fort pouvoir anti-inflammatoire. Et elle est utilisée non seulement comme test diagnostique, mais aussi comme test thérapeutique. Mais elle est utilisée à raison, ce sont des comprimés qui sont dosés à 1 mg. Et il ne faut pas dépasser, selon les recommandations actuelles, 1,8 mg par jour. Bon, en Algérie, nous disposons de comprimés dosés à 1 mg, mais c'est vrai qu'à l'étranger, ils ont des comprimés dosés à 0,5 mg, ce qui permet de bien prescrire la colchicine afin d'éviter les doses toxiques. Au-delà de 2 mg, il y a risque de toxicité de la colchicine. C'est pourquoi, notamment chez les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités, c'est pourquoi on ne doit pas dépasser 2 comprimés par jour. En tout cas, tant que la crise existe, et ensuite, le deuxième jour, on passera à 1 comprimé par jour. Si votre malade présente une contre-indication à la colchicine, on peut utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens en respectant les contre-indications. Bien sûr, pour éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment chez les sujets qui présentent des contre-indications à type d'ulcère évolutif ou encore des pathologies cardiovasculaires. Et d'ailleurs, on ne doit pas utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant plus de 15 jours, voire une semaine, en tout cas au cours de la goutte. Et si le malade présente une contre-indication à la colchicine, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, on peut envisager un traitement local qui est tout simplement l'infiltration, l'injection intra-articulaire de corticoïdes. Si votre malade présente une contre-indication à toutes ces possibilités thérapeutiques, on peut envisager une corticothérapie de courte durée. La corticothérapie utilisée au cours de la goutte, elle est efficace si on l'utilise à forte dose, c'est-à-dire à une dose supérieure à 30 mg par jour, disons 35-40 mg par jour, pendant 3 à 5 jours seulement. Il faudra arrêter par la suite. Si votre malade présente une contre-indication à tous ces traitements, on peut envisager un traitement biologique, par exemple l'utilisation d'anti-interleukine 1. Si le malade que vous avez consulté, prenons l'exemple du malade qu'on a vu tout à l'heure au début, imaginons que ce malade-là n'a pas été traité, il a développé une goutte chronique, c'est-à-dire des tophus, mais aussi une arthropathie uratique destructrice ou encore une néphropathie. Ce malade-là, il va falloir se fixer l'objectif de dissoudre ces tophus et donc ces dépôts uratiques. Le régime est à peu près le même, bien sûr, donc les règles hygiéno-diététiques sont les mêmes. Et chez ce malade-là, il faudra arrêter les médicaments hyperuricémiants. S'il est sous diurétique pouvant entraîner une hyperuricémie, il va falloir changer de traitement. S'il est également sous statine, il va falloir proposer plutôt les phénofibrates parce qu'ils ont un effet uricosurique.
et ils ont tendance à diminuer l'uricémie. Et enfin, utiliser bien sûr le traitement de fond, dit de fond, qui est le traitement hypouricémique. Voici sur cette diapositive résumé la prise en charge de la goutte. Le traitement il doit être envisagé le plus précocement possible pour éviter justement l'installation de gouttes chroniques et de destruction ostéocartilagineuse. Vous avez ici résumé justement les règles hygiéno-diététiques, l'éducation du patient, les conseils hygiéno-diététiques, l'évaluation des comorbidités. Donc, les options thérapeutiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont bien évidemment la colchicine en première intention, ou sinon les autres options thérapeutiques, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, l'infiltration, ou même, on peut même envisager des associations thérapeutiques. Si votre malade présente une contre-indication à la colchicine, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, à la corticothérapie, il est important d'utiliser, bien sûr, les traitements biologiques, exemple, une anti-interleukine 1. Si votre malade, bien sûr, si le malade présente une contre-indication, en cas de prise d'inhibiteur de la P-glycoprotéine, il va falloir éviter la colchicine. Et si le malade présente une insuffisance rénale sévère, la colchicine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués. Bien sûr, après résolution de l'accès, après traitement de l'accès aigu, il va falloir initier le traitement hypouricémiant. Alors, pour envisager le traitement hypouricémiant, il y a deux possibilités. Non pas deux possibilités, mais deux situations. Si votre malade présente une goutte aiguë, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tophus, à ce moment-là, on doit se fixer une uricémie inférieure ou égale à 60 mg par litre. S'il présente une goutte aiguë, si notre malade présente une goutte chronique, c'est-à-dire qu'il a déjà des dépôts d'urate de sodium, l'objectif qu'on doit se fixer, c'est un taux d'acide urique égal ou inférieur ou égal à 50 mg par litre. Bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques, l'évaluation des comorbidités est indispensable et elle est la même, et on envisage le traitement hypouricémiant. Le traitement de première intention qui est hypouricémiant, est représenté par l'allopérinol. Il existe sous forme de comprimés commercialisés à 100 mg par jour. On commence en général à 100 mg par jour et on augmente toutes les 2 semaines, voire 4 semaines, par petits paliers, si nécessaire. En général, le malade, lorsqu'il arrive à 300 mg, on arrive à maîtriser l'uricémie et à atteindre notre objectif. Si notre malade présente une allergie ou par exemple un DRESS syndrome qui est une allergie cutanée à l'allopérinol, ce qui est rare, mais c'est possible, il faut changer l'hypouricémiant et utiliser le febuxostat. Rappelez-vous que ces deux inhibiteurs de l'uricosynthèse sont des inhibiteurs de l'enzyme, rappelez-vous celle de tout à l'heure, c'est la xanthine oxydase. Voilà pour la goutte pour aujourd'hui et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions et vous avez mon adresse email. J'attends vos questions. Je vous remercie.